Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Mrs. T, Maggie, la dame de fer, autant de surnoms que de facettes d'une personnalité complexe. Margaret Thatcher est morte à l'âge de 87 ans d'une attaque cardiaque. Les réactions sont très nombreuses pour saluer la battante Margaret d'origine modeste et rappeler l'intransigeante Thatcher au caractère bien trempé. Les détails dans ce journal. Moraliser, c'est le mot qui revient en boucle après le séisme Cahuzac. Le gouvernement annonce un projet de loi et des mesures choc. De nombreux élus et ministres ont d'ores et déjà rendu public leur déclaration de patrimoine. La course à la transparence est engagée. L'ancien Premier ministre François Fillon dévoile aussi ses avoirs ce soir et livre une charge violente contre François Hollande. Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombault et invité politique ce soir la ministre Marie-Lise Lebranchu. Tout à l'heure. Mariage pour tous, le Sénat entre dans le vif du sujet. L'union civile proposée par la droite est rejetée. Les débats se poursuivent ce soir alors que certains élus dénoncent un climat de plus en plus radical et appellent à l'apaisement et au calme. Nous serons en direct depuis l'hémicycle avec Delphine Gérard dans un instant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Pour les uns, elle a tordu le cou aux syndicats ressuscités. L'économie anglaise est redonnée des couleurs à l'Union Jack. Pour les autres, elle fut la championne de restructuration drastique, l'apôtre d'un ultralibéralisme aveugle et une impitoyable briseuse de grève et de rêve aussi. Détester ou aimer, une chose est sûre, c'est une figure mythique qui a marqué le Royaume-Uni et au-delà. Portrait de Margaret Thatcher par Sandra Cerquera. Ces dernières années, elle ne prenait plus la parole en public, affaiblie par la maladie d'Alzheimer et des crises de démence. Décédée aujourd'hui d'une crise cardiaque à 87 ans, celle que l'on surnommait la Dame de Fer a passé 11 ans à la tête du Royaume-Uni. Un record de longévité et un programme de réformes radicales, privatisation, dérégulation, affaiblissement des syndicats. Aujourd'hui est un jour de grande tristesse pour notre pays. Nous avons perdu un grand Premier ministre, un grand dirigeant et une grande Britannique. En sa qualité de première femme Premier ministre, Margaret Thatcher a réussi envers et contre tout. Son héritage sera le fait qu'elle a si bien servi son pays, elle a même sauvé ce pays en faisant preuve d'un grand courage. Les gens apprendront ce qu'elle a accompli pendant des dizaines d'années et peut-être même dans les siècles à venir. Quand en 1979, elle devient la première femme Premier ministre du monde occidental, la Grande-Bretagne est en grave crise économique. Sa politique de rigueur est mal perçue. Les mineurs sont en grève pendant plus d'un an. D'un pays dominé par le parti travailliste et les luttes syndicales, à l'ère de la City triomphante, beaucoup brocarderont le thatchérisme et ses effets néfastes sur les services sociaux. À tout cela, elle répondra « La dame ne fait jamais marche arrière ». Une intransigeance qu'elle transporte sur la scène internationale, Margaret Thatcher reste célèbre pour son « I want my money back », « Je veux récupérer mon argent », lors d'âpres discussions sur le budget européen. Grande amie de Ronald Reagan, elle n'a que défiance pour l'Union européenne. Son inflexibilité finit par provoquer sa chute. Son parti l'a contraint au départ en 1990. Elle reviendra régulièrement à Downing Street, invitée par tous les premiers ministres, quelque peu admiratif de cette femme qui, bien que controversée, a marqué son époque. Et il y a de très nombreuses réactions suite à la disparition de Margaret Thatcher. Le président Hollande évoque la relation franche et loyale qu'elle entretenait avec la France. Barack Obama salue la mémoire de l'ancien Premier ministre britannique qui a été, selon lui, une vraie amie des États-Unis. Mikhail Gorbatchev, l'ex-président soviétique qui a eu Margaret Thatcher comme interlocuteur direct au moment de la fin de la guerre froide, parle d'une grande personnalité politique, est une personne brillante qui restera dans nos mémoires et dans l'histoire. Et on écoute tout de suite d'autres réactions. J'ai réagi avec beaucoup de tristesse parce que c'était une femme exceptionnelle, une femme vraisemblablement unique dans l'histoire. Le seul Premier ministre féminin britannique et une femme qui a marqué fortement pendant son passage, qui est un passage d'une dizaine d'années, l'histoire de la Grande-Bretagne. Le tunnel sous la Manche, je l'ai obtenu avec un Premier ministre britannique tout à fait hostile à mes idées,
aussi aux idées de la France, de l'époque. Wow. Mais nous avons eu le tunnel. Elle était sans aucun doute une grande femme d'État, la première femme Premier ministre dans son pays, et une actrice circonspecte mais engagée dans l'Union européenne. On se souviendra d'elle à la fois pour ses contributions et ses réserves vis-à-vis de notre projet commun. Son engagement inébranlable en faveur de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que sa ferme détermination réformatrice, constituent un héritage précieux pour les dirigeants européens actuels, qui, comme Margaret Thatcher dans les années 80, doivent faire face à des défis très complexes qui requièrent de grandes doses d'ambition et de courage politique. Voilà, et autre réaction à l'instant, le pape François qui rappelle la promotion de la liberté de Margaret Thatcher. Dans l'actualité, ce soir, le Sénat qui entre dans le vif de sujet sur le mariage pour tous. Cet après-midi, l'union civile proposée par la droite a été rejetée. Les débats se poursuivent ce soir avec l'examen de l'article 1, clé de voûte du dispositif autour du mariage pour des personnes du même sexe. Résumé de la journée avec Marie Brémaud. Regardez. C'est une reprise de séance sous haute tension à l'heure d'une radicalisation certaine des opposants au mariage homosexuel. Allez. Bonjour. David Assouline est le premier à prendre la parole pour un rappel au règlement. Mais on ne peut pas continuer à discuter de façon libre si un climat est entretenu à l'extérieur qui dépasse toutes les bornes. Des mots censés apaiser les esprits dans l'hémicycle, mais l'opposition monte au créneau et répond avec virulence. S'il y a des débordements que je condamne, moi aussi, monsieur Assouline, mais quand même, je condamne ces débordements, mais moi j'y vois une responsabilité de votre part, parce que dès le départ, vous n'avez pas voulu un grand débat national. Eh bien, les gens, ils s'expriment comme ils peuvent. Le débat prend alors une autre tournure avec la sortie éloquente de Jean-Pierre Raffarin. On est bien loin du mariage pour tous. La tribune devient un prétexte à la contestation générale. Mais vous verrez un jour, si aujourd'hui, alors que les classes sociales vous ont lâché, qu'un certain nombre de gens sur le plan moral vous lâchent, si vous n'avez comme soutien que ceux qui vous soutiennent sur ce texte, un jour, vous serez seul devant le pays. Une parenthèse enflammée avant une reprise des débats plus sereine et le rejet de l'union civile défendu par l'opposition. Et on retrouve Delphine Girard en direct depuis l'hémicycle où les débats se poursuivent. Delphine, autour de cet article central, l'article 1 du texte sur le mariage pour tous. Oui, vous l'avez dit Sonia, les sénateurs entrent enfin dans le vif du sujet avec l'examen de cet article premier. C'est le cœur de ce projet de loi car il consacre le principe de l'ouverture du mariage mais aussi de l'adoption pour les personnes, pour les couples de même sexe dans le code civil. Alors la droite sénatoriale entend jeter toutes ses forces dans la bataille pour empêcher le vote de cet article premier. Il faut dire que cet après-midi, elle a essuyé un sérieux revers avec le rejet de sa principale contre-proposition. Les sénateurs UMP souhaitaient en effet mettre en place une union civile pour les couples homosexuels. En vain, l'amendement présenté par le doyen Patrice Gelard a été repoussé par 179 voix contre 157. Ce soir, la séance se poursuit, toujours dans une ambiance un peu houleuse, un peu tendue. Et puis pour le symbole, Sonia, eh bien, je voudrais dire que cette séance se poursuit sous l'œil attentif de la statue de Portalis. Portalis, c'est l'un des rédacteurs du Code civil, un des pères fondateurs de la définition du mariage telle qu'on la connaît aujourd'hui. Eh bien, sa statue trône dans l'hémicycle du Sénat, tout un symbole, Sonia. Merci beaucoup Delphine et on vous retrouve juste après ce journal avec Perrine Tarnot pour le suivi des débats en direct et en compagnie de nombreux invités politiques. Moraliser, c'est le mot qui revient en boucle dans la classe politique française. Après le séisme de l'affaire Cahuzac, l'exécutif annonce un projet de loi et des mesures choc. La course à la transparence est engagée. De nombreux élus et ministres ont d'ores et déjà rendu public leur déclaration de patrimoine. C'est aussi le cas de l'ancien Premier ministre François Fillon, invité du 20h de France 2 ce soir. Il a dans le même temps dénoncé ce voyeurisme et il s'est livré à une violente charge contre l'exécutif. On l'écoute. Je considère qu'il n'y a pas besoin de projet de loi. Je récuse l'expression de moralisation de la vie politique. Je récuse l'idée que les hommes politiques soient tous corrompus, comme on essaye en ce moment de le faire croire.
Et je dis à François Hollande que l'attitude qu'il a choisie n'est pas une attitude de chef, c'est pas une attitude de président de la République. Je suis propriétaire d'une maison dans la Sarthe que j'ai achetée il y a 20 ans, 440 000 euros. J'ai moins de 100 000 euros d'épargne et j'ai 2 voitures qui ont plus de 10 ans. La valeur de votre maison, pour aller jusqu'au bout, vous l'avez achetée il y a 20 ans, 440 000 euros. C'est l'argent que j'ai en empruntant. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaut à peu près 650 000 euros. C'est mon seul patrimoine. Je n'ai rien d'autre en dehors de quelques comptes d'épargne qui sont inférieurs à 100 000 euros. Et c'est toute la classe politique qui est mobilisée pour redorer son image. Après les aveux de Jérôme Cahuzac, référendum, transparence, mesures contraignantes, les idées ne manquent pas, mais s'expriment pour le moment dans une certaine confusion. L'éloge de la transparence et de la vertu sont sur toutes les lèvres. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. La première à s'être pliée à l'exercice, c'est Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées. Sur son blog, elle déclare posséder une maison et 2 appartements, une assurance vie, plusieurs comptes en banque et 2 voitures, le tout évalué au centime près. Un élan de transparence suivi par plusieurs parlementaires, à droite Laurent Wauquiez et Philippe Dallier notamment. Cet après-midi, c'est Europe Écologie Les Verts qui a décidé de rendre publiques les déclarations de patrimoine de certains de ses cadres, dont les ministres Cécile Duflot et Pascal Canfin. Moi, je me sens taché, souillé en quelque sorte par l'affaire Cahuzac, alors que je n'ai rien à me reprocher. Et donc, à partir de là, comme je constate qu'il y a un lien de confiance qu'il faut rétablir, ça passe par la déclaration sur le patrimoine. Mais encore une fois, c'est un symbole d'une volonté d'agir. Ce n'est absolument pas la seule mesure qu'il faut prendre. Cet exercice, tous les ministres devront y passer d'ici le 15 avril, a prévenu Matignon cet après-midi. L'exécutif promet des mesures choc pour moraliser la vie politique, manière sans doute de désamorcer toute nouvelle polémique. Selon Philippe Marini, ces déclarations de patrimoine sont un alibi pour le gouvernement. Je crois qu'il faut se garder de vouloir clouer au pilori tous les élus. Si le mouvement de transparence peut tout à fait se comprendre, s'il est assurément dans l'esprit de notre temps, il faudra qu'il aille plus loin et qu'il s'applique aussi à d'autres catégories. Le projet de loi sur la moralisation sera présenté le 24 avril devant le Conseil des ministres pour une adoption prévue avant l'été. Et nos invités ce soir sur le plateau du 22h, invité politique Marie-Lise Lebranchu, bonsoir et bienvenue, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Interview à suivre dans un instant. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, on vient de le voir, tous et toutes veulent montrer patte blanche. Élus, ministres, anciens ministres, dont François Fillon, dévoilent leur patrimoine, une mesure et une transparence bienvenue après le séisme Cahuzac, mais pour quelle efficacité? Évidemment, c'est la question, on se demande si ça suscite plus de la curiosité plutôt que ça ne réalimente la confiance dont les hommes politiques maintenant disent manquer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est peut-être plus dans le voyeurisme que dans la transparence. Puis de toute façon, ça ne répond pas, une fois que la défiance est installée, ça ne répond pas à toutes les questions. Pendant M. Fillon nous expose son patrimoine, mais qu'est-ce qu'a son épouse? Est-ce qu'il y a des contrats d'assurance vie au nom de ses enfants? On n'en finit pas. Prenons le patrimoine qu'on vient d'entendre là de M. Fillon. Il nous dit j'ai une maison de 650 000 euros dans la Sarthe et j'ai des comptes épargne de l'ordre de 100 000 euros. Nous sommes donc à 750 000 euros. M. Fillon n'est donc pas assujetti à l'ISF. On pourrait presque dire que c'est un pauvre. Mais en réalité, il fait quand même partie des 10% des Français les plus riches et qui disposent, ces 10% disposent 50% du patrimoine des Français. Le téléspectateur qui regarde ça, M. Fillon dit « je suis un homme modeste quelque part ». Et il dit « mais il est incroyablement riche, cet homme », alors qu'il n'est même pas... Il est toujours le modeste de quelqu'un et le riche de quelqu'un d'autre. Alors exactement, et je pense que pour la plupart des gens qui n'ont pratiquement rien, 750 000 euros, c'est absolument considérable. Et de toute façon, dans l'ambiance actuelle, encore une fois avec la défiance qui se répand à cause de cette triste affaire, les gens se disent « mais peut-être aussi qu'il a... un compte en Suisse, s'il a si peu d'argent qu'il ne dit, c'est pas possible, il a peut-être aussi un compte en Suisse. Donc en fait, on ne s'en sort jamais. Marie-Lise Lebranchu, tous les ministres sont tenus de publier avant le 15 avril prochain leur déclaration de patrimoine. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault. Vous allez le faire sans réserve, sans résistance, sans réticence, il n'y a rien à cacher? Moi, je ne l'ai jamais déclaré parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais effectivement, en plus, j'ai encore moins que certains. Donc, ça pas... Je le ferai, mais je pense qu'il faut, et c'est
ce que j'ai entendu de la part de Pascal Canfin me convient assez bien. On va le faire parce qu'il faut relier le citoyen aux élus. Un lien de confiance. Il faut chercher le lien de confiance. Mais le lien de confiance, on ne va pas l'avoir uniquement parce que les uns et les autres vont dire j'ai une maison, Laetitia, elle vaut tant, etc. Non, je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut se poser toutes les questions de conflit d'intérêts. Ça me semble très important. Et pour les élus et pour la haute fonction publique. On le fera aussi avec un projet de loi sur la fonction publique. Il faut qu'on soit très clair entre le rôle de parlementaire, un certain nombre de métiers. Est-ce que tout ça est compatible? Moi, ça me semble très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un parlementaire doit avoir un autre métier? Moi, je pense qu'il faut faire attention, par exemple, alors je sais que Jérôme Cahuzac, sur le mot médecin, va faire porter un certain nombre de mauvaises impressions, mais un médecin, par exemple, il faut qu'il continue à exercer un peu toutes les semaines, sinon il ne pourra plus être médecin à la fin. Bon, donc il faut peut-être regarder ça de près, mais vous ne pouvez pas être actionnaire d'une grosse société, vous ne pouvez pas, sans doute, certains avocats d'affaires, certaines rôles. Oui, mais le gouvernement dit des mesures chocs, il n'y aura pas d'exception apparemment. Moi, je pense qu'il n'y aura pas d'exception sur les déclarations du patrimoine. Il faut qu'on travaille ensemble, mais peut-être pas en 3 jours, comme on avait commencé à le faire pour la haute fonction publique sur les conflits d'intérêts. Pourquoi? Pour bien montrer à chaque citoyen que la décision est prise en toute indépendance, même si l'indépendance absolue n'existe jamais. On a quand même l'impression que c'est dans l'urgence, Marie-Lise Lebranche, c'est pas une impression d'ailleurs. Non, alors ça, c'est une mesure urgente parce qu'il y a une crise liée à un homme et que, effectivement, quand vous êtes politique comme moi et que vous mettez la radio dans votre voiture ou chez vous, et vous allumez un poste de télé, vous avez l'impression d'être embarqué dans quelque chose qui ne vous concerne pas. Je ne me sens pas du tout, moi, tachée par ce qu'a fait Jérôme Cahuzac. Je pense qu'il a fait quelque chose de grave, que ça le regarde, et maintenant c'est la justice, mais c'est pas moi. Et j'estime que quand un politique... Ça, c'est votre regard, et que pensez-vous du regard des Français? Mais un Français, ce distinguo. Un Français, il est, je sais pas, boulanger. Un boulanger fait quelque chose de grave, est-ce que l'autre boulanger va se sentir touché? Non. Un escroc sur la viande, effectivement, il peut entraîner derrière des images, mais les autres se défendent. Mais on ne vote pas pour les boulangers, on vote pour vous. Mais je pense qu'il faut chercher ce lien de confiance. Il faut aller le chercher en expliquant comment, effectivement, ce qui est de plus grave peut-être, c'est d'être influencé, c'est ce qu'a fait Jérôme Cahuzac, mais ça j'ai mis de côté, c'est être influencé, c'est être sous l'influence de lobby, c'est travailler toujours sur le même texte. Conflit d'intérêts, vous dites c'est de l'urgence pour vous. Donc, voilà, et je pense qu'on peut y travailler, et il faut y travailler avec les Français, et moi je propose y compris je vais laisser la parole à Jean-Luc justement pour parler des mesures à venir dans ce projet de loi. Je voulais revenir sur la déclaration du patrimoine que vous allez faire avant le 15 avril. Je ne sais pas si vous avez des maisons, etc. à déclarer. Peut-être vous voulez le dire ce soir. Est-ce que vous avez des choses... Oui, enfin bon, ça m'est égal. Moi, j'ai une maison à Morlaix, et puis on a une toute petite maison à Plouganou, et ma permanence est en train d'être vendue parce qu'elle ne vaut pas grand-chose. François Fillon, il dénonce ce soir un voyeurisme. Est-ce que vous assumez ce que cela va engendrer? Des envies, des jalousies, des tensions sociales? On va comparer les déclarations, les patrimoines des uns, des autres. Un tel est riche, l'autre moins. Là, vous avez raison, monsieur. C'est quand vous dites, moi j'ai une maison, par exemple, dit monsieur Fillon, je n'ai qu'une maison de 660 000 euros. C'est terrible. Je sais que plus de 80%, 83% des successions sont des successions qui ne sont pas éligibles à l'impôt sur les successions. Donc 83% n'étaient pas, et même en baissant le niveau. Donc, faisons très attention. Moi, quand je dis, en tant que ministre, que je reçois 7 844 euros net compte tenu de, ou 7 000, disons 844 euros net compte tenu de mes cotisations. Il y a des gens qui sont dans des professions importantes qui me disent c'est tout. Ils sont très rares. Mais la grande majorité des gens me disent oh, quel salaire extraordinaire, parce que chez moi, je suis parmi les plus riches de ma commune. Donc effectivement, ne jouons pas les pauvres, disons oui, on est bien rémunéré pour des fonctions qui sont peut-être difficiles, mais je crois qu'effectivement, l'épluchage des patrimoines m'a toujours gêné, me gênera toujours, y compris moi, par rapport à mes enfants, par rapport à mon mari. Après tout, il n'a pas épousé non plus la classe politique tout entière, il n'est pas redevable, il était... C'est-à-dire, vous vous demandez où ça va s'arrêter? Votre vie devient une maison de verre où tout le monde peut regarder à l'intérieur? La transparence, le patrimoine, je suis d'accord, parce que c'est un repère. Et qu'on peut regarder simplement si votre patrimoine a explosé en termes de valeur, enrichissement inconsidéré entre le début d'un mandat et la fin d'un mandat. Ça, je trouve que c'est excellent. Parce qu'on peut aller chercher si vous avez perçu d'autres argent que ce que vous déclarez. Alors, il y aura d'autres mesures annoncées, Jean-Louis. Dans les tuyaux, il y a l'idée d'un système d'information automatique et partagé entre différents pays pour lutter contre la fraude
fiscale. Ça, c'est bien. C'est une évidence. M. Moscovici qui est revenu hier sur cette idée qui n'est pas nouvelle, qui traîne depuis longtemps. Oui. Ça consiste à demander aux banques, à toutes les banques de l'Union européenne, de déclarer tous les épargnants qui ont déposé de l'argent chez elles au pays dont ils sont ressortissants. C'est-à-dire que la Suisse, qui elle ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est quand même associée dans l'espace Schengen, le Luxembourg, la Belgique, devront dire à la France le nom des gens qui ont des comptes chez eux. Alors il y aurait un fichier Excel, ça existe entre la France et l'Allemagne. Hein. C'est seulement le problème, c'est que ces pays appliquent le secret bancaire. Donc effectivement, il y aura un fichier, et puis dès qu'on a une interrogation, disons son nom, hop, on appuie sur Cahuzac et on voit immédiatement qu'il a son nom dans un compte suisse. Mais le problème, c'est qu'évidemment, ces pays sont... Jean-Louis, d'ailleurs, pourquoi la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg accepteraient cela? Alors, effectivement, ces pays sont membres de l'Union européenne, sauf la Suisse qui a un statut particulier, et ils sont rentrés avec le secret bancaire. Ils font partie du système de libéralisation des capitaux. Donc, il n'y a pas possibilité de les exclure, il n'y a pas possibilité de les obliger. Mais il y a possibilité de faire pression. Or, il se trouve que les États-Unis, avec M. Barack Obama, ont publié ce qu'on appelle le FACT Act, qui consiste à dire que pour tous les pays du monde, aucune banque dans le monde ne pourra travailler aux États-Unis si elle ne dépose pas auprès de la Réserve fédérale ce fameux listing. Et la Suisse, le Luxembourg ont accepté parce qu'ils ont besoin de travailler aux États-Unis. Et la Commission européenne est en train de dire, et ça sera l'un des sujets qui seront posés vendredi soir à l'ECOFIN, en train de dire, écoutez, il y a une clause à l'OMC, qui est la clause à la nation la plus favorisée, vous n'avez pas le droit de donner un avantage à un concurrent sans le dire. Alors je vous signale quand même qu'il y a un petit problème, c'est que ces pays comme le Luxembourg, ils vivent du secret bancaire. C'est ça, c'est vraiment leur casse-croûte quotidien, et donc c'est leur vache à lait. Et donc si vous leur enlevez ça, ça peut poser un problème. Donc Jean-Louis, Marie-Lise de Branchy, c'est pas une loi pour le territoire français, c'est une loi et c'est qui engage tous les pays. Et l'Europe, il faudra peser sur le débat européen. Oui, d'ailleurs, on discutait de cela pendant le week-end avec le président du Parlement européen, en parlant du budget repoussé par le Parlement. En incident, ensuite, on se disait ceci. C'est vrai qu'il y a une crise en France, mais des scandales, il y en a eu partout. C'est pas le sujet, c'est que nos citoyens, maintenant, nous demandent la levée du secret bancaire dans les affaires, bien évidemment, mais aussi la transparence, mais aussi la fin d'une histoire qui les agace, qui les déprime parfois. C'est-à-dire cette espèce de spirale de l'argent qui fait qu'au-dessus d'eux se passent des échanges ici ou là sans qu'on s'occupe de leur vie, du développement économique, de l'emploi, des bonnes technologies, au-dessus de tout le monde. Et je pense qu'il y a une vraie demande d'un système bancaire plus clair, et puis une vraie demande de lutte contre l'évasion fiscale et des paradis fiscaux. Parce que je pense aussi qu'on a fait beaucoup de textes. Et moi, j'avais eu le grand honneur de signer la Convention de Palerme il y a des années. Et j'ai toujours été très déçue que ça ne soit pas suivi des faits. Donc, personnellement, je crois qu'il y a des leviers dont on doit se servir pour rendre confiance au peuple français, mais aussi au peuple européen. Il y a d'autres. Marie-Lise de Branchy, j'ai parlé tout à l'heure de la charge violente de François Fillon contre François Hollande. L'ancien Premier ministre appelle le président à avoir le courage de François Mitterrand. On l'écoute. Il faut qui renonce à toute modification de la Constitution. Parce que ce qu'on voit en ce moment, c'est que la seule chose qui tient encore le coup dans ce maelstrom politique, c'est les institutions de la République. Si on n'avait pas les institutions de la Ve République, il n'y aurait déjà plus de gouvernement, il n'y aurait déjà plus de majorité, on serait dans la situation de l'Italie. Il y a un projet de loi de modification de la Constitution, il faut y renoncer. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il suspende l'examen du projet de loi sur le mariage. Pour tous. Pourquoi? Son élection, a priori, c'était dans son programme, même si les Français l'auraient approuvé. Et c'est son droit que c'est une réforme juste. C'est une réforme qui est en train de diviser profondément les Français. Et je lui dis, dans le contexte politique et social d'aujourd'hui, qui est explosif, ne prenez pas, Monsieur le Président, le risque d'une nouvelle manifestation sur ce sujet. Et enfin, la troisième chose, il faut une réorientation complète de sa politique économique. Il faut cesser le matraquage fiscal qui étouffe l'économie française. Il faut s'attaquer sérieusement, pas comme on l'a fait jusqu'à maintenant, à la question de la compétitivité du coût du travail. Et enfin, il faut réduire la dépense publique. La question, c'est est-ce qu'il aura le courage qu'a eu François Mitterrand quand en 83 il a changé de politique économique parce qu'il allait dans l'impasse, et quand en 84 il a suspendu, arrêté une réforme de société à laquelle il croyait parce qu'elle divisait les Français.
Marie-Lise Lebranchu, que pensez-vous de la question posée ce soir par l'ancien Premier ministre? Deux choses. D'abord, je suis toujours étonnée qu'un ancien Premier ministre, comme François Fillon, qui est un homme d'État, puisse à ce point faire fi du passé très récent. Je veux dire que quand il appelle au tournant de la rigueur, par exemple, le tournant de la rigueur, il est depuis le premier jour du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. On a choisi naturellement pas l'austérité, mais la rigueur. Et moi, je viens d'une grande réunion des fonctionnaires et des agents en Bretagne. Ils vivent quoi? La rigueur. Sur la dépense publique, nous sommes extrêmement rigoureux. Je crois que ce n'est pas juste parce que quand on a autant augmenté les déficits de la France, qui nous oblige, nous, à faire comme première priorité politique des gouvernements de gauche, de ralentir et d'encadrer la dépense publique, alors sa critique n'est pas juste. Or, si nous voulons retrouver une confiance, eh bien, il faut aussi que nous nous respections mutuellement et que nous soyons justes dans les critiques que nous nous adressons les uns aux autres. Et celle-là n'est pas juste. Vous avez été juste lors de précédents quinquennats. Souvent, on a reproché les attaques très virulentes aussi de la gauche à l'encontre du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Là, il est temps de commencer sur la dépense publique. C'est ça qui me choque. Je veux dire, ça, ce n'est pas juste. Donc, soyons justes. En revanche, il a le droit d'avoir l'opinion qu'il défend sur le mariage pour tous. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose pour lequel il n'a aucune responsabilité. Mais François Mitterrand, quand il fait le virage en 84, fait un virage de la... Il change de braquet, d'attitude, de politique et quelques temps après, de Premier ministre. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris ça comme cela. Mais bon, il pourra recommander, c'est pas mon rôle d'être le commentateur de François Fillon. Mais autant je vous dis sur le mariage, je peux entendre son argument même si je le réfute, autant sur la politique économique, je trouve qu'il est... Vous dites qu'on est déjà dans la rigueur. Merci beaucoup. Restez avec nous, Marie-Lise Lebranchu et Jean-Luc Gombault. On va parler d'un autre sujet important dans le 22h ce soir, c'est l'Alsace, qui ne servira pas d'exemple pour simplifier le fameux millefeuille territorial, le non, avec une forte abstention. L'a emporté lors du référendum d'hier. La région garde toutes ses structures, ces deux départements qu'avaient défendu d'ailleurs Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, seuls leaders nationaux à s'être impliqués durant cette campagne. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Dès l'annonce du résultat hier soir, Philippe Richer, président du Conseil régional d'Alsace et principal promoteur du projet de fusion, est venu reconnaître, la gorge serrée, l'échec de la consultation. Le sentiment d'un grand gâchis. Le sentiment que nous allons reporter pour des années, des décennies peut-être, le choix d'aller dans cette direction de l'union. Pour les opposants à la fusion de la région et des deux départements en une collectivité unique d'Alsace, c'était en revanche l'heure de régler les comptes de la campagne. C'est l'échec de Philippe Richert, c'est aussi pour moi l'échec de trois présidents qui n'ont jamais su s'entendre et qui finalement ont essayé de nous faire croire que, en disant oui aujourd'hui, tous les problèmes des Alsaciens seraient d'un coup de baguette magique réglés. On ne peut pas berner les électeurs. Les électeurs ont en effet envoyé un message clair. Si le oui l'a emporté dans le Bas-Rhin, la mobilisation n'aurait pas suffi à faire adopter le projet. Et dans le Haut-Rhin, c'est même le non qui l'emporte, à la surprise générale avec plus de 10 points d'avance. À l'heure de tirer les leçons de ce rejet, les défenseurs du projet rejettent la faute sur le climat politique actuel. Peut-être aussi un manque de confiance dans la politique en général. C'est vrai que les derniers jours ont été rudes et ont jeté le discrédit sur l'action politique. La participation est restée quand même très, très faible. L'affaire Cahuzac a pu avoir un effet sur la mobilisation, mais elle ne saurait à elle seule expliquer les bureaux de vote quasi déserts aperçus hier en Alsace. Il était également compliqué d'intéresser les électeurs sur un sujet technique de fusion de collectivités, alors même que l'urgence économique monopolise les esprits. Je pense qu'il y a d'autres soucis. Il y a le chômage, il y a les emplois, il y a la crise économique. Pour expliquer la victoire du non dans le Haut-Rhin, la peur que tout se décide à Strasbourg peut aussi être avancée. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, oui, parce que voilà, je suis alsacienne, mais je suis orinoise avant tout. Et puis j'estime que chacun doit garder son chez-soi. Voilà. Le projet de fusion est en tout cas enterré. Seul l'acte 3 de la décentralisation pourrait désormais venir le réveiller. Voilà, projet enterré donc. Le gouvernement a pris acte du non au référendum, mais êtes-vous déçue, Marie-Lise Lebranchu? Non, je ne suis pas déçue parce que d'abord, c'était pas facile. Vous étiez pour le non?
Pas du tout. Autrement, on n'aurait pas laissé partir. Mais vous aviez un avis sur la question? Moi j'avais dit que j'étais favorable, oui, à cette idée, puisqu'elle était demandée. C'est pas une déception, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça casse aussi quelque chose que j'entends beaucoup trop souvent. C'est-à-dire que j'entends dire par la classe, mais les médias, les économistes, les entrepreneurs, beaucoup de politiques, faut enlever des strates, les Français nous demandent ça. Non, les Français ne nous demandent pas ça. Je crois que c'est ça. Moi, je ne suis pas déçue parce que, en fait, c'était le résultat d'un autre texte de loi. Moi, je pense qu'il faut une autre méthode. La méthode, c'est l'urgence. Et j'entendais un chauffeur de taxi dire, oui, l'urgence, l'emploi. Moi, je dis aux exécutifs, et c'est la méthode que je proposerai mercredi, tout de suite, autour de la table, la région, les départements, les villes, les communautés de communes rurales, avec l'État quand il le faut. Alors, on fait quoi pour le développement économique? On fait quoi pour la jeunesse? On fait quoi pour la compétitivité? On fait quoi pour la solidarité? Par le prisme et moi, de je pense qu'il faut y aller. Et le sujet institutionnel n'est peut-être pas le plus important, c'est d'une part faire confiance aux élus, mais entraîner tout le monde à rationaliser la dépense publique. Ce rejet alsacien, il intervient alors que le projet de loi sur la décentralisation est repoussé et saucissonné en 3 textes car il n'a pas plu, c'est le moins que l'on puisse dire aux élus de droite et de gauche. Est-ce qu'il y a une malédiction à toucher aux collectivités locales en France? Je pense que la droite s'y est cassé les dents et a perdu le Sénat. C'est surtout au niveau du Sénat et le fait que le projet était extrêmement lourd. C'est vrai qu'il est lourd, 124 articles, c'est beaucoup. Donc c'est trop, vous reconnaissez des maladresses? Non, des maladresses, non, parce que le texte reste le même, mais enfin, on est toujours maladroit quand effectivement on est mal entendu. Vous avez raison, pardonnez-moi cette immodestie, mais je crois que le texte était très travaillé et du coup, le passage sur la formation professionnelle est long, celui sur l'enseignement supérieur est long, l'innovation, la solidarité, etc. Donc il y avait 2 solutions. Soit on l'allégeait et renvoyait à d'autres lois des partis, soit on l'échelonnait dans le temps. Pour moi, ce qui m'importe, c'est que dans le premier temps de cette loi, on redise au départ qui est chef de file, comment on organise la gouvernance des compétences pour arrêter les cofinancements excessifs, ça va être clair. Et comment on est solidaire et comment on reconnaît le fait. Vous avez passé des heures, des jours, des semaines, des mois à travailler sur ce projet, repris en main par Matignon. Dites-nous la vérité, vous êtes déçu? C'est un échec? Non, alors là, franchement, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être ministre. C'est votre bébé, c'est votre projet. Non, je ne fais pas un projet pour moi. Ça fait d'ailleurs pas 6 mois que je travaille. Ça fait 3 ans qu'avec les élus socialistes et républicains, nous essayons de trouver une solution. Mais c'est vrai que c'est lourd, c'est difficile. Et si j'étais déçue, je ne serais pas un ministre de gouvernement. Un ministre de gouvernement regarde ce qui se passe et essaye d'y répondre. J'ai regardé ce qui se passait. On m'a dit, ça ne passera jamais en 3 semaines, c'est trop long, on n'y arrivera pas, ça va être interrompu avant la fin. Donc dans ces cas-là, un ministre doit chercher une solution. C'est ce qu'on a fait avec Jean-Marc Ayrault. Et on a choisi entre des hypothèses. Et j'espère qu'on a trouvé la meilleure. Merci beaucoup Maryse Lebranchu d'avoir été notre invitée. Merci Jean-Louis Gombault pour votre analyse. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Mounir Soussi. 15 morts et plus de 53 blessés dans un attentat à la voiture piégée au cœur de Damas. La télévision d'État accuse les rebelles et dénonce un attentat suicide. Parallèlement, aujourd'hui, le régime a refusé le déploiement d'une mission de l'ONU pour enquêter sur l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit. Les 2 camps s'accusant d'avoir recours à ces armes interdites. Un accueil à l'Elysée minimaliste pour le président congolais. Denis Sassou Nguesso était reçu aujourd'hui par François Hollande. À l'issue de la rencontre, il a évoqué le dossier des biens mal acquis devant des journalistes, une procédure judiciaire ouverte sur les acquisitions immobilières en France de plusieurs chefs d'État africains. Denis Sassou Nguesso, visé par cette enquête, dénonce une ingérence de la justice française et considère que Paris n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son pays. Eliez doit faire face à sa 3e menace de faillite. Le groupe doit se déclarer en cessation de paiement. L'équipementier automobile avait misé sur l'essor de la voiture électrique avec un objectif de vente de 12 000 véhicules. Seuls 800 ont trouvé preneur. Le tribunal de commerce de Niort devra indiquer si l'entreprise sera placée en redressement judiciaire ou en liquidation. En cas de redressement, un dernier espoir subsiste. Volkswagen pourrait confier un contrat à la société en difficulté. L'ancienne présidente d'Areva dirigera une mission sur l'innovation. Nommée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Anne Lauvergeon devra mener la réflexion sur les plans technologiques et industriels du futur. Après avoir échoué à la présidence de ADS, l'ancienne Sherpa de François Mitterrand retrouve un poste après son départ mouvementé d'Areva. Les affaires polluent le fonctionnement du gouvernement. Alors, pour éviter les soupçons à l'avenir, Dilemme propose à tous les ministres un questionnaire radical.
Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, mais surtout, restez avec nous sur Public Sénat pour suivre en direct les débats dans l'hémicycle autour, bien sûr, du mariage pour tous avec Perrine Tarnaud. Bonsoir Perrine. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Et effectivement, on va repartir tout de suite dans l'hémicycle du Sénat où les sénateurs poursuivent l'examen de ce projet de loi pour le mariage pour tous. On en est toujours aux prises de parole autour de l'article 1 de ce texte. L'article 1, je le rappelle, c'est l'article clé, l'article symbolique, puisque c'est celui qui institue le mariage pour tous. Alors un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé cet après-midi au Sénat. Eh bien, les sénateurs de droite de l'opposition ont échoué à faire adopter leurs amendements les plus importants, à savoir la création pour l'UMP d'une union civile pour les couples homosexuels et pour l'UDI, les centristes, d'une union civile pour tous, c'est-à-dire une union civile qui serait contractée à la fois par des couples homosexuels ou hétérosexuels. Donc double échec pour la droite, pour l'opposition à ce texte. Ils bataillent maintenant contre l'article 1 du projet de loi. Donc on va tout de suite rejoindre en direct cette séance et puis on reviendra ici dans cette salle de conférence à côté de l'hémicycle avec des invités pour commenter ensemble cette séance. À la fragilisation de notre modèle social. Et je considère que vous ne les écoutez pas. Je conviens qu'il est difficile de revenir sur une telle réforme sociétale parce que les conséquences mettront en réalité plusieurs décennies à se faire ressentir. Vous évoquez l'appréciation aujourd'hui différente du PACS par rapport au moment où il a été voté, mais il n'est pas, me semble-t-il, de même nature que ce qui nous occupe aujourd'hui, il n'était pas question de filiation dans le PACS. À plusieurs reprises, des événements en rapport avec ce que nous traitons ici, et je pense malgré tout que nous reviendrons à des usages plus conformes à la nature des choses. Il n'est pas question ici d'évaluer ce qui est mal ou ce qui est bien, ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas, mais il s'agit de prendre de la hauteur et de constater qu'un jour ou l'autre, l'œuvre humaine est rattrapée par la nature. Et malgré toute notre bonne volonté, notre désir d'égalité, mais l'égalité ne supprime pas la différence, malgré la conscience des mélancolies que cela procure à certains, il est des privilèges que nous ne pouvons pas abolir, des privilèges et des responsabilités, parmi lesquels figure celui et celle de donner la vie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dupont. Madame Fabienne Keller. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous sommes amenés, chers collègues, à débattre d'un sujet de société, évidemment, qui impacte fortement et durablement la vie de nos concitoyens. Chacun de nous a bien sûr le devoir de se prononcer selon sa conscience et son vécu. À ce titre, je veux souligner que le groupe politique auquel j'appartiens permet à chacun d'exprimer son opinion et ses convictions sur ce sujet. Je veux en remercier ici le président de mon groupe, Jean-Claude Gaudin. Comme pour chacun d'entre nous, chers collègues, c'est le vécu du terrain, la richesse des rencontres, la participation, le suivi de débats et aussi la souffrance exprimée lors d'échanges qui nous conduisent à faire notre choix. C'est mon expérience d'élu de terrain et de parlementaire qui a forgé, au plus profond de moi-même, ma conviction. Cette conviction, c'est qu'il est temps pour la République de donner aux personnes homosexuelles la même reconnaissance, les mêmes droits et la même sécurité juridique qu'aux personnes hétérosexuelles. Je comprends l'attachement au mot mariage de nos concitoyens opposés au projet de loi du gouvernement. Mais j'entends également la revendication légitime d'égalité des couples homosexuels face à l'ensemble des institutions de la République. Même si notre société a beaucoup évolué, le chemin de l'adolescence, de la construction de sa vie d'adulte et de l'acceptation personnelle, familiale et sociétale demeure parsemé de difficultés profondes pour nombre d'homosexuels. Par ailleurs, je suis profondément attachée à la famille, à son rôle structurant dans la société. Premier cercle de l'éducation, de la construction de l'individu et des solidarités. La famille,
c'est un repère fondateur. Permettre à des personnes homosexuelles de s'unir, de se marier, de fonder une famille, c'est promouvoir et consolider la structure familiale dans une société qui prône trop l'individualisme et le chacun pour soi. Avec le mariage homosexuel, chers collègues, se pose bien sûr la question de l'enfant, au centre de nos débats d'ailleurs. Ce qui relève de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'être aimé, choyé, éduqué par ses parents. L'homoparentalité ne prive pas les enfants des richesses de l'altérité dans son éducation. Nous savons tous que la famille présente désormais des formes diverses. Famille homoparentale, mais aussi famille monoparentale, enfin famille recomposée. Défendre l'intérêt de l'enfant, c'est aussi se préoccuper de la précarité des milliers d'enfants élevés aujourd'hui par des couples homoparentaux dans lesquels un seul parent est reconnu par la loi. Cette situation met l'ensemble de ces enfants dans une position, nous le savons tous, d'insécurité juridique. Et il ne faut pas s'y tromper, chers collègues, le droit à l'adoption n'offre pas un droit automatique à l'enfant, il ouvre le droit de se soumettre aux procédures et contrôles légaux en vigueur. Ceux qui ont la chance d'être parents savent quelle est l'importance des enfants, le sens qu'ils donnent à nos vies. Or, aujourd'hui, accepter son homosexualité, c'est renoncer. C'est renoncer au mariage et c'est renoncer à la parentalité. C'est s'amputer d'un des plus beaux buts de l'existence, fonder une famille, aimer et élever des enfants. L'homosexualité n'est pas un choix. C'est une réalité qui s'impose à ceux qui aiment une personne de même sexe. Je ne me sens pas prête, en tant que parlementaire, à ce que la préférence sexuelle que l'on se découvre à l'adolescence puisse conditionner l'ensemble de l'existence d'une personne. Je ne me sens pas prête, en tant que parent, à interdire ce bonheur à ceux dont les orientations sexuelles ne seraient pas les miennes. Nous sommes tous évidemment des êtres en quête de bonheur. Notre rôle de parlementaire n'est pas de l'inventer, mais de le rendre accessible. L'homosexualité n'est ni un danger, ni une chance pour notre société. Elle en fait tout simplement partie. Je souhaite prendre en compte cette réalité plutôt que de la contester. Pour l'ensemble de ces raisons, par attachement à la notion d'égalité, pour laquelle je me suis toujours battue, après avoir réfléchi, interrogé mes valeurs, le sens de mon engagement, j'ai décidé, en mon âme et conscience, de voter en faveur du mariage pour tous. C'est pourquoi je voterai donc l'article 1er de ce texte qui nous est soumis ici, comme l'ensemble de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame Keller. Monsieur François-Noël Buffet. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame le Ministre, mes chers collègues, quelques mots simplement. D'abord pour redire, comme l'a rappelé tout à l'heure le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, que les propos de notre collègue Laurent tout à l'heure étaient fortement déplacés. Les propos qu'il a tenus à notre endroit, notamment pour laisser entendre que nous serions homophobes. Jean-Pierre Raffarin a dit les choses très clairement, mais je regrette, ou encore faut-il regretter, qu'il n'ait pas été là cet après-midi, au moment du débat que nous avons eu sur l'union civile, car il aurait pu se rendre compte à ce moment-là que naturellement, ça n'était ni notre volonté, ni notre attitude, ni nos convictions. Que l'objectif était avant tout d'abord d'admettre et de dire que l'on pouvait parfaitement faire ce choix de vie, mais que l'on pouvait naturellement obtenir les mêmes droits dans tout son sens pour un couple homosexuel et que l'union civile était de nature à répondre à cette demande et à ce droit que l'on admet bien volontiers, je le redis. Mais la majorité sénatoriale en a décidé autrement, préférant maintenir la position qui est la sienne. Et en parlant de mariage, du mariage pour tous, qui, vous l'avez dit,
également entraîne nécessairement la filiation. Or, sur ce point, si sur une partie de ce sujet, vous êtes soi-disant ou publiquement réservé, je pense en particulier à la procréation médicalement assistée, voire même à la gestation pour autrui, il n'en demeure pas moins que sur l'adoption, les choses sont engagées. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit le doyen Gelard, sur les conditions de cette adoption, les difficultés qui seront rencontrées, voire même les impossibilités que les couples trouveront sur leur chemin pour pouvoir aboutir dans leur désir d'enfant. Mais ce que je crains surtout, c'est que la réalité arrivera très très vite, puisqu'on nous promet un texte par ailleurs assez rapide sur la famille, dans lequel on évoquera inévitablement le problème de la procréation médicalement assistée et dans lequel on ne pourra pas faire autrement, parce que si l'on est dans le souci d'égalité que vous souhaitez, d'évoquer le problème de la gestation pour autrui. Et sur ce point-là, nous ne pouvons évidemment pas vous suivre, parce que la gestation pour autrui, c'est la mise dans le commerce d'un être humain et des femmes. Que les choses soient bien claires. C'est cela, car aux États-Unis, on peut s'offrir un enfant pour 80 000 €, alors qu'en Europe centrale, c'est sans doute de l'ordre de 15 000 €. Et puis on se mettra dans ce dispositif-là, qui est d'ailleurs contraire à la législation française, puisque je rappelle que le corps humain n'est pas dans le commerce. Et pour toutes ces raisons-là, que vous n'abordez pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas abordable aujourd'hui sur le plan politique, vous y viendrez la prochaine fois. Et en réalité, avec ce texte, vous avancez masqué. Et nous savons tous, parce que personne n'est dupe ici, que la prochaine étape, ce sera celle-ci. Et c'est pour ces raisons-là que je ne voterai pas ce texte. Merci. Merci, Monsieur Buffet. Monsieur Philippe Bas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai parfois le sentiment, en écoutant les échanges que nous avons, que la définition du mariage elle-même est en question et que certains d'entre nous ne l'ont plus réellement à l'esprit. Bien au-delà de cet hémicycle, on peut d'ailleurs faire la même observation. On observe notamment que les institutions de sondage posent souvent deux questions à nos concitoyens. La première, pour savoir s'ils sont pour le mariage des personnes de même sexe, et la seconde, pour savoir s'ils sont pour l'adoption par des époux de même sexe ou des personnes de même sexe vivant en couple. Il est très intéressant de constater que la réponse n'est pas la même aux deux questions. On peut se demander pourquoi, parce que quand on regarde l'article 345.1 et l'article 346 du Code civil, on voit écrit noir sur blanc, premièrement, que quand la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'une personne, le conjoint de cette personne peut l'adopter. Donc l'adoption par le conjoint est automatique. Quand on est marié, on peut adopter l'enfant de son conjoint. Et deuxièmement, c'est l'article 346, il dit que deux personnes ne peuvent pas adopter d'enfants, sauf s'ils sont mariés. Et par conséquent, sans toucher à quoi que ce soit, mais on verra tout à l'heure que pourtant vous allez toucher quand même à ces règles, le système dans lequel on rentre est un système qui rend l'adoption automatique. Je crois qu'il faut que les Français en soient bien conscients, car j'ai le sentiment que malgré le débat qui s'est développé au cours des derniers mois, ils imaginent encore qu'un mariage pourrait être possible sans qu'en découle naturellement, automatiquement, la possibilité de l'adoption par le conjoint ou de l'adoption conjointe par les époux. Et ça pose évidemment une question grave, car je crains fort qu'il y ait un très fort malentendu, non pas vis-à-vis de nos compatriotes qui se sont opposés au projet, mais vis-à-vis de ceux qui disent le soutenir tout en refusant cette adoption. Et je crois pour ma part que ces Français ont raison. Je crois qu'ils ont raison parce que l'adoption,
ça consiste quand même à présenter un enfant à égalité de droits et de devoirs avec sa mère ou à égalité de droits et de devoirs avec son père, un adulte de même sexe que le père ou la mère, en considérant que sans être père ni mère, il pourra être parent. C'est une parenté d'intention, elle repose sur une construction du cœur et de l'esprit qui est respectable, mais c'est essentiellement une fiction. Alors, je suis, pour ma part, inquiet de cette fiction, d'autant plus que, pour rebondir sur ce que disait à l'instant excellemment notre collègue Buffet, quand on parle d'assistance médicale à la procréation, on dit « rassurez-vous, il y a une digue, la loi française l'interdit ». Oui, elle interdit de recourir à l'assistance médicale à la procréation à Caen, à Rennes, à Nantes, mais pas à Barcelone, ni à Londres, ni à Bruxelles. Et une fois que l'enfant aura été ainsi conçu, avec le mariage des personnes de même sexe, il sera adoptable par le conjoint. Donc, tout est fait pour que, sans même bouger la loi française sur l'assistance médicale à la procréation, on crée des enfants sans père. Eh bien, c'est une perspective à laquelle, personnellement, je me refuse. Et je sais que tous les Français qui ont eu le malheur de grandir orphelins de père partagent ce sentiment profond, car Dieu merci, on peut avoir bénéficié des meilleures qualités éducatives de la part de sa mère, du conjoint de sa mère, de sa grand-mère et de toute sa famille, mais rien ne remplace un père qui n'est pas là. Or, c'est bien le chemin que vous prenez en permettant non seulement de créer des enfants sans père, mais de faire en sorte que, par une forme d'imposture, le conjoint de la mère puisse devenir le deuxième parent de l'enfant. C'est un artifice, et c'est un artifice grave. Merci. Monsieur Jean-Marie Bockel. Chers collègues, je voudrais d'abord affirmer qu'il me semble tout à fait normal et légitime qu'un couple homosexuel bénéficie d'un statut renforcé et protecteur de ses droits légitimes. La question des différents cadres juridiques existants, concubinage, le PACS, que j'avais d'ailleurs voté en son temps, mérite à ce titre d'être posée. Le droit ne doit pas être appréhendé dans notre conception comme un corpus de règles figées, mais plutôt comme un vecteur d'accompagnement des évolutions de notre société, y compris dans le domaine conjugal comme dans d'autres. Et c'est tout le sens d'un certain nombre d'amendements que nous avons déposés avec mes collègues du groupe UDI. Je pense notamment à l'amendement relatif à la création d'une institution distincte du mariage et du PACS, l'union civile, qui fonctionne d'ailleurs bien dans un certain nombre de pays voisins, j'ai pu me rendre compte, et qui n'a malheureusement pas recueilli l'assentiment de notre Assemblée. L'union civile répondrait pourtant aux attentes de tous, en offrant aux couples un cadre juridique avec l'application d'un statut protecteur patrimonial et le recours au juge en cas de rupture, et serait l'occasion d'une célébration solennelle en mairie, en termes de reconnaissance, de place dans la société, semblable dans la forme au mariage, comme l'a rappelé d'ailleurs notre président de groupe Françoise Oqueto. La mise en place d'un tel cadre juridique, qui nous semble autant pertinente que nécessaire, serait d'ailleurs aussi une réponse sans ambiguïté face aux questions qui font débat entre nous, de filiation, d'adoption plénière, ainsi que de PMA, de GPA, et qui, elles, suscitent les préoccupations que l'on sait chez nombre de nos concitoyens. Ce n'est pas la problématique de la conjugalité qui ébranle nos convictions, c'est bien celle de la filiation. En effet, alors que le principe d'union homosexuelle rassemble très largement nos concitoyens, pourrait nous rassembler très largement, force est de constater que le principe de l'homoparentalité, tel que formulé dans ce texte, les divise, nous divise. L'ouverture du mariage aux couples homosexuels emporte de fait la possibilité pour ces couples d'adopter un enfant, sans remettre en cause la capacité de quiconque à adopter, éduquer, aimer un enfant. J'émets toutefois des réserves fortes sur ce qui me semble être une transformation profonde de la parentalité et de la filiation. Notre espèce humaine se reproduit, dure et existe par l'union d'un homme et d'une femme. Ainsi, mettre dans le même cadre juridique l'union homosexuelle et l'union hétérosexuelle mettrait en cause la notion d'altérité sexuelle nécessaire à la transmission de la vie. Et là, la théorie du genre, finalement, n'est pas très loin. Et c'est peut-être là le vrai clivage, qu'on se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, qu'on l'assume, qu'on ne l'assume pas. On le voit bien dans les conversations qu'on peut avoir autour de nous. Au fond, on peut défendre la théorie du genre. C'est un débat qu'on peut avoir, mais alors,
À ce moment-là, il faut le dire clairement. Et je vous dis ça, je disais tout à l'heure que j'avais voté le PACS, et je me rappelle, non seulement je l'avais voté, mais je l'avais défendu, je l'avais expliqué, et je me souviens du débat qu'on avait à l'époque, je ne vais pas reciter à nouveau Madame Guigou, qui s'exprimait certainement, elle, avec une totale sincérité à l'époque, en disant le PACS n'est pas le mariage, mais déjà à l'époque, nous avions ce débat entre ceux qui pensaient, comme moi, que, au fond, c'était une solution dans le contexte de l'époque, et ceux qui pensaient que de toute façon, derrière, il y aurait d'autres étapes. Et là, c'est une étape suivante, et on voit bien qu'il y en aura d'autres, et que là, nous arriverons vers des éléments de clivage qui ont été rappelés par l'ensemble des collègues, et au fond, la théorie du genre, elle n'est pas très loin. Ce projet de loi, j'en termine, bouleverse les repères de la filiation, pourtant essentiels à la compréhension par l'enfant de son identité. La différence sexuelle reste fondamentale dans la construction de la filiation, nous l'avons dit, beaucoup d'entre nous, l'adoption elle-même garde d'ailleurs une structure asymétrique, avec 2 parents possibles, non identiques, père et mère. En conséquence, adopter, mes chers collègues, cet article 1er en l'état conduirait à modifier pas après pas les fondamentaux de notre société en gommant progressivement, en le disant, sans le dire, la différence biologique entre les sexes, et cela n'est pas anodin. Vous l'avez compris, je voterai contre cet article, tout en souhaitant qu'un prochain texte de loi puisse permettre de donner écho à nos propositions visant à renforcer le cadre actuel d'union des couples de personnes de même sexe. Merci. Monsieur Jean-Claude Lenoir. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Le mariage doit rester l'union entre un homme et une femme. Je le redis devant Jean-Étienne Marie Portalis, qui se trouve au-dessus de nous et qui entend remis en cause les fondements mêmes du Code civil. Je rappelle ce que disait Portalis. Portalis disait « Le mariage est la société entre l'homme et la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels, pour partager une commune destinée. » Certes, mon cher Président, il reste de marbre à vous entendre remettre en cause les fondements mêmes de ce qui est notre Code civil. Je suis contre ce texte, comme la plupart des collègues qui siègent dans mon groupe. Parce que, d'abord, je le redis ici, je respecte évidemment, comme nous tous, les choix de vie de chacun. Et je suis prêt à admettre que certains droits doivent être reconnus, renforcés au profit des personnes homosexuelles qui n'ont pas, par la loi actuelle, un certain nombre de droits qui sont acquis aux personnes hétérosexuelles. En revanche, je suis fondamentalement contre votre projet, qui marque une profonde hypocrisie. Parce que vous n'assumez absolument pas les conséquences entraînées par la remise en cause du Code civil, notamment en ce qui concerne la filiation. Je me rappelle, et je peux partager certains souvenirs avec celui qui s'est exprimé avant moi, je me rappelle les débats sur le PACS à l'Assemblée nationale et le rapporteur était déjà notre collègue Jean-Pierre Michel. Que disait-on à l'époque? Que disait la ministre de la Justice? Le PACS n'est pas le mariage. Le PACS n'ouvre pas droit à l'adoption. Accepter le PACS, c'est le droit qui est revendiqué par les personnes homosexuels, nous n'irons pas au-delà. J'ajoute d'ailleurs qu'au terme de la discussion qui avait pris quelques mois, on a entendu un certain nombre de voix s'élever disant « c'est un premier pas, c'est un premier pas, nous en reparlerons ». Alors il a fallu attendre effectivement quelques années, mais on voit aujourd'hui les mêmes personnes revendiquer ce qui était refusé par principe par le représentant du gouvernement à l'époque. Hypocrite d'autre part parce que vous n'assumez pas le fait que derrière ce texte se cache un certain nombre de projets qui sont d'ailleurs d'une façon assez spontanée revendiqués par certains des orateurs. Après qu'on ait reconnu que l'adoption sera difficile pour le plus grand nombre, aujourd'hui on le sait, il y a peu d'enfants adoptés, on nous annonce déjà la PMA et la gestation pour autrui.
Sur la gestation pour autrui, redisons-le, cela a été dit par ceux qui m'ont précédé. Nous assistons à une marchandisation. Aujourd'hui, elle existe, les voies sont connues, mais elles sont réservées à des personnes qui ont des moyens et qui peuvent traverser l'Atlantique, traverser l'Oural pour obtenir ce que l'on ne peut pas aujourd'hui